mouvement. Puis après, vous savez que la deuxième grande révolution technologique, ça a été l'invention de l'énergie, dont le modèle fut la machine à vapeur, qui a été une véritable révolution technologique, ne serait-ce que parce que ça a donné naissance à l'industrie. Donc vous voyez, révolution numérique, oui, mais c'est la troisième, quoi. Ça calme. Alors, ça veut dire que le progrès, il se trouve ailleurs. Le progrès, il se trouve dans le passage de fonctions matérielles, le mouvement et l'énergie dans l'histoire, à des fonctions désormais mentales. Ce n'est pas la même chose. Par exemple, on va vous parler d'intelligence artificielle. Ça n'a rien à voir avec un métier à tisser ou avec une machine à vapeur. On va vous parler de la mémoire d'une machine. On va vous parler du calcul de programmes. Donc on se rend compte qu'avec ces technologies de l'information, la troisième révolution donc, après le mouvement et l'énergie, eh bien, la technologie de l'information, c'est une technologie qui va mettre en modèle d'autres fonctions que les fonctions historiques, à savoir des fonctions mentales, des fonctions, si vous voulez, qui étaient traditionnellement réservées à l'humain. Eh bien voilà, vous avez donc une technique lorsque on met en modèle une fonction grâce à une opération, en l'occurrence ici numérique, technique. Alors ça veut dire que dès qu'on parle de technique, vous voyez, on peut se mettre d'accord très très vite, dès qu'on parle de technique, on se trouve devant une fonction que cette technique simule. Attention, simule. C'est-à-dire qu'elle objective, vous allez objectivement, effectivement, avoir des possibilités grâce à vos écrans, mais une technique ne se contente jamais de simuler. Une fois qu'elle simule une fonction, elle la remplace. Voilà, aujourd'hui, vous pouvez très bien faire des fautes d'orthographe. Vous avez des correcteurs numériques qui ne vous apprendront absolument pas l'orthographe. Ça ne faut pas vous faire d'illusions. Mais ça ne se verra pas que vous n'êtes pas des experts en orthographe. Donc, elle simule pour remplacer. Ça veut donc dire, si vous voulez, que dès qu'on a une technologie, il faut être très vigilant sur la fonction que modélise cette technique, parce qu'on sait très bien qu'une fois qu'elle la modélise, elle la remplace. Si vous avez encore quelques doutes, il suffit de regarder aujourd'hui une usine de montage, par exemple dans le secteur automobile, et vous vous apercevrez qu'il y a de plus en plus des usines sans hommes, qui sont effectivement ouvragées par des robots, c'est-à-dire que dès l'instant où on sait le faire, eh bien on remplace. Alors, moi, ça m'embêterait que la technologie remplace la communication, par exemple. Ça m'embêterait beaucoup. Parce que ça se contente de la simuler. Ce n'est pas la même chose. Je préfère quand même voir mes enfants que de les avoir sur écran. Vous aussi. Voilà. Donc, quand on ne peut pas faire autrement, c'est pas mal, mais c'est une simulation. Alors, je crois qu'on en vient à dire que la technologie, elle met à disposition des moyens considérables, ça personnellement j'en suis convaincu, qui sont en permanence aujourd'hui, ça a été dit tout à l'heure, en extension, mais quand on parle de moyens, quand on dit voilà nous avons des moyens nouveaux aujourd'hui de communiquer, de calculer, de mémoriser, de s'instruire, etc., quand on parle de moyens, il n'y a pas de moyens qu'on ne rapporte pas à des fins. Si je parle de moyens, c'est que quelque part je les mets au service d'un but. Je ne vois pas comment il pourrait y avoir des moyens qui ne sont que des moyens. C'est donc quelque part que je vise un certain nombre de fins. Voilà, on ne peut jamais séparer, vous voyez, dans la vie, les moyens et les fins qu'on poursuit. Alors, prenons un exemple, et je vais prendre un exemple assez proche de celui qui a été proposé tout à l'heure. Quand vous regardez les sites Internet, c'est une catastrophe, les sites Internet. Vous y trouvez aussi bien de la pédophilie que de la recherche scientifique. Vous y trouvez aussi bien des phénomènes de radicalisation qui inquiètent actuellement tous les élus, beaucoup plus ou tout autant que des phénomènes d'information. Mais vous y trouvez aussi, et heureusement, des recherches d'information. Ça veut dire
qu'on peut se poser la question que Internet, c'est à la fois, et c'est vrai que je le pense sérieusement, c'est à la fois un moyen de lutte contre le terrorisme, il suffit d'interroger la police, et en même temps un moyen qui peut être au service du terrorisme. Ça, je ne pourrais pas vous le faire tous les jours, vous voyez. C'est-à-dire que vous avez nécessairement une incroyable ambivalence de la technique. Elle peut à la fois être un moyen de lutte, et elle l'est, et un moyen au service d'eux, et elle l'est. Vous voyez que les moyens, pour les comprendre, il faut les rapporter aux fins qu'ils permettent de poursuivre. Donc les techniques sont liées à leur usage. Ça nous amène à dire qu'il faut qu'on prenne cette habitude, mais on l'a sans doute déjà prise, vous l'avez sans doute peut-être déjà prise depuis longtemps, qu'un moyen, ce n'est pas une fin, et que les techniques, simplement, eh bien, ne sont pas de simples outils, elles se rapportent aux fins que nous poursuivons, aux fins que nous recherchons. Et quand ces fins sont positives, ne nous gênons pas. Quand ces fins sont problématiques, méfions-nous. Nous savons qu'il y aura les deux. Alors, quand on parle de techniques de communication, je voudrais, et c'est l'essentiel peut-être un peu de mon propos, je voudrais essayer de vous dire que les technologies de la communication modifient notre rapport aux autres et notre rapport au monde. Donc ce sont bien des techniques performantes, si vous voulez, puisqu'elles modifient notre rapport aux autres individus et notre rapport au monde. Je voudrais plutôt vous dire que cette modification de notre rapport aux autres et de notre rapport au monde, elle s'établit dans 3 domaines. Voilà. Alors, je vais prendre chacun des 3 domaines. Le premier domaine, c'est la différence qu'il y a et qu'il faut absolument qu'on établisse entre une connexion et une relation. Ce n'est pas la même chose. Une connexion, vous pouvez l'interrompre quand vous voulez. Une relation, vous avez remarqué que c'était beaucoup plus difficile. Donc, plus jamais confusion des deux. Une connexion, c'est une proximité virtuelle, c'est-à-dire un paradoxe, une proximité à distance. Une relation, c'est une proximité réelle, en présence, si vous aimez mieux. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des jeunes gens qui se séparent d'une relation amoureuse par un SMS. Remarquez, valait mieux qu'ils se séparent, parce que si c'est à ce niveau-là, c'est pas plus mal que ça n'ait pas duré. Mais regardez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on n'affronte pas la personne, on utilise une connexion pour ne pas être en relation. Ah, vous voyez, ça va être comme ça pendant un quart d'heure. Alors, ça veut dire que, je vous propose un deuxième exemple, après cette différence connexion-relation, la transmission d'un savoir. Quand il s'agit de transmettre à quelqu'un, vous voyez, un savoir, elle peut sans problème à mes yeux se faire par une connexion technique. S'il s'agit d'informer quelqu'un, ce n'est pas la peine de l'avoir en présence, vous voyez, c'est même sans doute beaucoup plus pratique et beaucoup plus rapide d'avoir une connexion numérique qui permette de transmettre cette information. Parfait. Mais ça n'est valable que lorsqu'il s'agit d'une information. Parce que si l'on vise non pas une information, mais une compréhension, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas l'enseignant que je suis, croyez-moi, qui confond les deux. S'il suffisait d'informer les élèves pour qu'ils comprennent, mais alors je vous assure qu'on aurait un métier merveilleux. Donc vous voyez que s'il s'agit de transmettre une information, utilisons le numérique sans réserve. Si nous visons une compréhension, eh bien là, l'apprentissage devient plus exigeant parce qu'il ne s'agit plus d'apprendre, mais de comprendre. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas remplacer un professeur
par un écran. Vous pouvez remplacer par un écran quand il s'agit de transmettre de l'info. Mais la pédagogie, ce n'est pas transmettre de l'info. C'est permettre à des jeunes de comprendre cette info. Ceci m'amène à vous dire que dès que vous cherchez à faire comprendre quelque chose à quelqu'un, qu'est-ce que vous rencontrez? Là encore, l'enseignant que je suis pourrait vous prendre des exemples à l'infini. Chaque fois que vous cherchez à faire comprendre quelque chose à quelqu'un, vous rencontrez sa résistance. Soit il n'est pas prêt à le recevoir. Effectivement, si votre élève de seconde est amoureux, l'équation du second degré, vous voyez, pour l'instant, il fait une pause. Vous voyez, ça ne lui paraît pas essentiel à sa journée. Il a tort, parce que l'équation du second degré, elle est éternelle. Mais enfin bon, pour l'instant, si vous voulez, ce n'est pas comme ça qu'il vit. Donc vous avez bien compris que si je vise à faire comprendre quelque chose à quelqu'un, un texte, une technique, un sport, etc., je vais rencontrer sa résistance, et alors là, ça devient effectivement d'ordre pédagogique et non pas numérique. Deuxième axe de modification de nos rapports par les techniques à l'égard des autres et à l'égard du monde. Lorsqu'une communication au sens simple du terme, vous voyez, lorsqu'une communication n'est pas de l'ordre d'une pure information, comme je le disais à l'instant, lorsqu'une communication n'est pas de l'ordre d'un simple contact, mais d'une relation, alors, chaque fois qu'on est en relation avec les autres, vous le savez bien, quelle expérience faisons-nous? Nous faisons l'expérience que toute communication se heurte au problème de son expression. En effet, chaque fois qu'on parle, vous avez remarqué, d'ailleurs je ne me gêne pas pour le faire, sans arrêt, nous avons besoin de préciser. Sans arrêt, nous avons besoin de corriger ce que l'on va dire. Ce n'est pas simplement une mise en contact. Donc, dès que je communique, je travaille l'expression de cette communication en permanence. Vous savez, bon, ça c'est des sciences contemporaines qui l'ont fort bien démontré, je ne veux pas vous embêter avec ça, mais vous savez par exemple que dans un texte, vous prenez un texte d'une vingtaine de lignes, par exemple, vous voyez, un article de presse, comme vous voulez, eh bien, nous savons tous aujourd'hui que dans un texte d'une vingtaine de lignes, il y a 50% de redondance. Vous voyez, c'est-à-dire, il y a 50% où l'auteur dit la même chose en d'autres mots. Parce que sinon, c'est difficile à comprendre. Voilà. Donc, vous comprenez bien que la communication, elle s'affronte à son expression, et cette expression, elle implique un travail permanent. Pourquoi? Pas parce qu'on n'est pas bon en communication, mais parce que les mots, bien sûr, qui sont en nous, on a chacun notre langage. Mais les mots, chers amis, ils ne sont pas seulement en nous, ils sont entre nous. Il faut qu'on se comprenne. Si je suis tout seul à me comprendre, ça fait une communication qui pose problème quand même. Donc les mots sont entre nous, et voilà ce que nous apprend la communication. La communication nous apprend ce que les autres font venir en nous, font venir entre nous, et je vous donne un principe, qui est un principe pédagogique fort, c'est qu'une personne dans la vie ne comprend que ce qu'elle peut traduire. Ça, il faudrait absolument que les enseignants s'en rappellent. Aucun élève ne comprend ce que vous dites vous-même. Il comprend ce qu'il est capable de traduire dans ses propres mots. C'est pour ça qu'il y a un peu de perte. Vous vous en rendez compte au premier devoir. Vous dites, il n'a pas compris grand-chose dans ce que j'ai dit. Il a compris ce qu'il a pu traduire. C'est-à-dire qu'un sens dans la vie, il n'est jamais du côté de l'émetteur. Un sens, mes chers amis, il est du côté du récepteur. On ne comprend que ce que l'on est capable de recevoir.
alors je peux toujours émettre des messages. C'est à la réception que le sens surgira et non pas à l'émission de ce message. Alors, la communication véritable, eh bien, vous avez compris, la vraie, elle n'est pas virtuelle et elle ne peut pas être virtuelle. Elle ne peut se faire qu'en personne parce que quelque part, vous le voyez, elle intègre des signes pour construire le sens de ces messages, pour construire son sens. Alors, vous avez un exemple que vous connaissez tous, vous avez bien raison, parce qu'il est très bon. C'est l'exemple des signes non-verbaux. Vous voyez, par exemple, une larme, ça vous indique quelque chose. Ce n'est pas un mot, mais c'est un signe. Voir une larme sur un visage, ça dit quelque chose. Un regard, ah ben oui, le regard, c'est une grande information. Un sourire, évidemment, il y a des sourires bienveillants, il y a des sourires moqueurs, il y a des sourires séducteurs. Donc vous voyez que la communication, c'est complexe, puisque ça va même du côté de son expression non verbale. Alors, nous rencontrons, me semble-t-il, après vous avoir donné ce deuxième point, un malentendu, je crois, aujourd'hui, c'est que aujourd'hui nous avons tendance à croire, alors on va corriger ça tous ensemble, nous avons tendance à croire que la communication a simplement une dimension fonctionnelle. Eh bien non, la communication ne consiste pas seulement dans la multiplication de ses moyens. Parce que pour qu'il y ait communication, il ne faut pas seulement multiplier des moyens, bien que ce soit utile, il faut fonder une relation. Alors, bien sûr, WhatsApp, c'est très bien, moi je m'en sers, hein, bien sûr. Ça ne m'empêche pas de finir mes conversations avec mon fils qui est assez loin, quand est-ce qu'on se voit? Et non pas, tiens, on s'est vu, parce qu'on ne s'est pas vu. Eh bien, vous ne pouvez pas connaître un climat à distance. Vous ne pouvez pas connaître un mode de vie à distance. Ça requiert votre déplacement. Il y a donc des choses qui ne se communiquent pas par des moyens. Troisième et dernier point, dans la communication technique, numérique, utile, hein, on l'a bien dit, on vise moins, me semble-t-il, et c'est pour ça qu'il faut être lucide, on vise moins une relation à autrui que bien souvent l'expression de soi-même. Alors vous savez qu'on se sert, quand on veut le démontrer, de l'expérience des réseaux sociaux. Ah, dans les réseaux sociaux, les gens parlent d'eux. Ils parlent à quelqu'un, mais ce n'est pas très important. Ils parlent surtout d'eux-mêmes. Vous voyez? Moi, je n'appelle pas ça une communication du tout. Donc, les réseaux sociaux, c'est un lieu où on le sait bien maintenant, ça fait plusieurs années qu'on le sait, où les gens se racontent. Mais ils ne gèrent pas la présence d'autrui. Ils n'ont pas besoin de gérer la présence d'autrui. Ce qui m'amène à vous dire, mes chers amis, que plus on a de contacts, moins on a de relations. Ah oui, ça c'était, vous voyez, ça c'est pas top, hein. Voilà, c'est pas la meilleure nouvelle de la journée, si vous voulez. Hein. Voilà. Alors je crois qu'il faut faire attention. Contacter n'est pas rencontrer. Contacter un patient, c'est très utile. Quand il faut lui transmettre, on s'est mis d'accord, une information, etc. C'est pas rencontrer un patient. Et donc, vous voyez, les technologies numériques risquent d'être une communication de substitution, puisque, si nous en sommes d'accord, un contact, ce n'est pas un lien. Alors, je vous dirais qu'en conclusion, les technologies rendent des services. Pour moi, c'est quelque chose d'incontestable, et les personnes qui vont prendre la parole après moi vont vous le démontrer assurément avec talent et compétence. Elles rendent des services, mais faisons attention. Ne soyons ni technophiles, c'est-à-dire béats d'admiration devant un écran, ni technophobes, comme les gens dont je vous parlais tout à l'heure, qui n'en peuvent plus des écrans parce que le cerveau de leur gosse a l'air quand même de se réduire. Eh bien, je crois que ce qui est important, c'est que les technologies numériques nous rendent bien des services et nous en rendront sans doute encore davantage.
Mais faisons attention. Avec elle, nous savons ce que l'on gagne. Mais n'ignorons pas ce que l'on risque de perdre. Ceci m'amène à vous dire que peut-être qu'il nous faut prendre attention, et je conclurai par là, au fait que les technologies ne viennent pas, n'arrivent pas à se substituer à d'autres pratiques de communication. Soyons ouverts aux nouvelles technologies, mais ne soyons pas dupes du fait qu'elles pourraient venir se substituer à tout autre type de communication. Et je crois que là-dessus, en tout cas j'espère, les 3 points que j'ai essayé de vous montrer, eh bien, j'aurais bien voulu vous en persuader. Je vous remercie de votre très belle attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup de cette intervention passionnante. Merci. Avez-vous des questions? On n'a pas de micro? Ah si, Séverine a un micro. Vous avez un Vous micro pouvez demander disponible, le oui. micro. Oui, il y a une question. N'hésitez pas, hein. Au fond, au fond. Oui, bonjour. Bonjour. Merci pour cet éclairage, cette distance qui nous est forcément, enfin en tout cas très, très utile, en tout cas qui m'est très utile. J'aurais aimé peut-être aussi qu'on évoque la question du temps, la question du travail, parce que justement dans la communication, il y a aussi une modification dans le travail. Absolument. Du rapport avec les nouvelles technologies et du rapport dans le travail. Voilà. Ça, c'est une première question. Enfin, une réflexion, en tout cas, à poursuivre. La deuxième chose, c'est la question du temps. La question du temps qui est réellement modifiée par les nouvelles technologies. Absolument. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une absorption de notre propre temps par ces nouvelles technologies, et en même temps des capacités immenses pour faire les choses encore plus rapidement, à condition de les dominer, de les connaître. Et là, moi, je pense qu'il y a véritablement un enjeu. C'est pour ça aussi que c'est extrêmement intéressant d'ouvrir ce chantier-là. C'est qu'il y a, au démarrage, quelqu'un parlait de l'illettrisme, qui est un nouveau terme qu'on a, voilà, Oui. qui révèle que finalement, les réalités, elles ne sont pas si transformées que ça. C'est-à-dire que les gens qui ne peuvent pas accéder sont encore très nombreux et ils sont handicapés par rapport à... Et ça, que ce soit dans le monde du travail et que ce soit dans la vie réelle. Donc je pense que la question éducative à ces nouvelles technologies, elle est essentielle, et je trouve qu'aujourd'hui, on ne fait pas assez là-dessus. Que ce soit pour les seniors, les anciennes générations, qui ne peuvent pas s'en passer, et puis aussi l'éducation profonde des nouvelles générations, quoi. Je trouve qu'il y a quelque chose encore à faire. Voilà, c'était juste une remarque. Oui, d'autant plus que je suis entièrement d'accord avec vous, en ce sens que je vais avoir bien du mal à rajouter quelque chose. Alors, c'est vrai que je n'ai pas parlé du travail pour la bonne raison que j'avais compris que c'était un après-midi qui était surtout consacré aux seniors. Donc voilà, c'est pas du tout que je considère que le problème n'est pas important, vous voyez, c'est que je considérais que c'était peut-être pas l'ordre du jour principal de notre après-midi. Voilà, mais autrement, vous avez raison, hein. Tout le monde le sait bien que les nouvelles technologies peuvent créer des phénomènes d'invasion. Vous pouvez être à 10h du soir, effectivement, recevoir un message, être sommé d'y répondre, etc. Ça, oui. Alors, je crois que là où vous avez complètement raison, c'est que l'accélération du temps, ça, c'est indiscutable. Mais vous pouvez même, si je puis dire, aller encore plus loin. Les nouvelles technologies, c'est une accélération de l'espace. Parce que vous pouvez être partout.
Voyez, vous êtes à tel endroit, mais vous pouvez communiquer avec quelqu'un qui est à distance, exactement comme si vous étiez à ses côtés. Voyez, donc, le problème de ces nouvelles technologies, c'est qu'elles sortent du temps réel et de l'espace réel au profit des temps et des espaces connectés. Voyez, ce qui rend des services, indiscutablement. Donc je crois que, moi, c'est ma position, mais vous l'avez sans doute bien comprise, mon problème, moi, c'est d'être ni technophile, ni technophobe. Voyez, voilà. Parce que dans les deux cas, il y a des illusions. Mon problème, c'est de développer une lucidité de façon à ce que, comme vous le disiez, mais vous voyez, je vous avais dit que je vous répéterai, de façon à ce que l'usage puisse être maîtrisé de ces technologies et non pas refusé ni idéalisé. Voilà, hein, ni l'idéalisation, ni le refus. Et c'est ce travail de recentrage que j'ai essayé de vous proposer et qui montre bien que, effectivement, là, il y a quelque chose qui est problématique. Alors, quand vous parlez d'éducation, j'avais un peu commencé par là en vous disant, vous savez, dans le milieu éducatif, ils sont de plus en plus technophobes à cause des enfants, mais je peux être un petit peu plus peut-être sérieux sur le sujet, hein, en vous disant que le problème des écrans, c'est le problème de l'attention. Vous voyez, un écran attire, parce que c'est un stimulus. Il attire l'attention par le fait, si vous voulez, qu'il incline à être perçu. Or, une vraie attention, ce n'est pas une inclination à répondre à un stimulus. Une véritable attention, c'est quand on prête attention. C'est-à-dire quand l'attention est un projet, et non pas une réponse automatique, et non pas une réponse immédiate. Vous voyez? Donc, souvent les enseignants se plaignent que les jeunes gens les plus technophiles, hein, sont de moins en moins attentifs. C'est certainement vrai, non pas parce qu'ils n'ont plus d'attention, mais parce qu'ils valorisent l'attention immédiate à l'attention réfléchie. Vous voyez? Ce qui, là, en aucun cas, ne peut être un gain pour leur apprentissage futur. Ça, c'est sûr. Oui. Regardez, il suffit de nous regarder, hein, on regarde quelque chose à la télévision, même si ça ne nous intéresse pas. Vous voyez, là on voit bien qu'on est en présence d'un stimulus qui crée cette inclination à sa réponse, et que, après on se dit, quand je pense que j'ai regardé ça, quand même, là je n'étais pas au mieux de l'activité mentale. Hein, vous voyez, mais on le fait tous, bien sûr. C'est là que vous voyez que l'attention comme stimulation a pu prendre le dessus sur l'attention comme prêter attention, c'est-à-dire comme acte libre. Y a-t-il d'autres questions? Moi, en attendant qu'il y en ait d'autres éventuellement, moi j'en ai une, parce que vous dites à un moment, on ne comprend que ce qu'on est capable de traduire. Oui. Bon. Et je pensais en même temps à tous ces gens qui, finalement, n'accèdent pas à Internet, à l'ordinateur, enfin bon, parce qu'il y a quand même un langage autour de l'ordinateur, il y a quand même des mots qui sont pas, je dirais, habituels, et que ce langage effraie dans la mesure où il n'y a les personnes qui ne sont pas, entre guillemets, initiées, n'ont pas de mots pour remplacer ces mots-là. Parce que quand on parle de logiciels, de serveurs, de souris, etc., je crois qu'il n'y a pas de mots pour remplacer ça. Et c'est un petit peu compliqué. J'y pensais parce que j'ai essayé d'expliquer à mon employé de maison qui me dit il va falloir que je m'y mette. Hein. Bon, c'est pas une vieille dame, hein, mais elle dit il va falloir que je m'y mette. Bon. Et j'ai essayé de lui expliquer pourquoi c'était difficile de lui trouver un ordinateur d'occasion au Secours populaire, parce que les ordinateurs d'occasion, ils sont vieux, et puis le cerveau à l'intérieur, il ne sert plus à grand-chose, parce qu'il est complètement dépassé. Et j'avais énormément de mal à trouver les mots pour expliquer à cette dame, avec des mots qu'elle puisse, elle, je dirais, traduire, entendre, reprendre à son propre compte. Parce que l'informatique a un langage que je trouve, moi, complexe. Enfin.
Oui, alors il y a effectivement ce phénomène. Bon, alors tout le monde est capable d'apprendre progressivement à son rythme un langage nouveau, heureusement. Hein. Le langage médical, il est aussi très complexe. Vous voyez, le langage élaboré, quand c'est un langage littéraire, il est également très complexe. Vous voyez, donc le langage, on est tous susceptibles, progressivement et à notre rythme, d'en apprendre quelque chose. Le seul problème, moi je trouve que ça pose, c'est que la technique, c'est la grande différence avec une science. Là, on décolle, parce que c'est un vrai sujet. Vous ne pouvez pas être mathématicien si vous n'avez pas fait de mathématiques. Ça, c'est sûr. Vous pouvez vous servir d'un ordinateur sans être informaticien. C'est ça le problème de la technique. Vous pouvez très bien conduire une voiture si vous ne connaissez pas la théorie du moteur à explosion. Vous la conduirez peut-être un peu moins bien pour ceux qui chipotent, mais ça ne vous empêche pas de conduire. Nous sommes tous capables d'utiliser le téléphone, nous ne sommes pas des spécialistes de ce qu'est une onde. Donc la technique, c'est peut-être ça qui est aussi son avantage, c'est qu'on peut l'utiliser sans la connaître. Et je peux effectivement utiliser tout un tas de choses. Quand on dit les enfants sont très bons en informatique, c'est complètement faux. Parlez-en à des profs d'informatique, vous allez voir. Ils savent s'en servir, mais concevoir un logiciel, c'est autre chose. C'est pas simplement appuyer sur des touches sur un écran. Et là, ils n'en savent pas plus que les autres. Donc on fait bien attention. La technique, c'est un pouvoir sans le savoir associé. Je peux conduire sans connaître effectivement la théorie du moteur à explosion, etc. Je peux appuyer sur mon bouton électrique. Qui connaît qu'est-ce que l'électricité? Vous voyez, c'est ça le miracle de la technique. Alors que la science, vous ne pouvez pas. Et c'est un petit peu la question que vous posiez. La science, elle présuppose une formation. Hein. Vous ne pouvez pas dire « je suis informaticien » si vous n'avez pas étudié l'informatique et si vous n'en êtes pas simplement un simple usager. Donc c'est tout à fait encourageant. On peut conduire un ordinateur comme conduire une voiture sans savoir ce qu'il y a dedans. L'ordinateur, il va dans le sens de sa simplification. Maintenant, vous savez, les touches sont préprogrammées. Hein, c'est incroyable. Hein. Vous pouvez vous y mettre très facilement. Il y a des applications préprogrammées. Hein. Vous appuyez sur l'application, vous avez le message, sans pour autant, vous voyez, comme c'était le cas encore il y a quelques années, avoir besoin de toute une démarche. Et ça ira dans cette direction-là, puisque c'est considéré comme absolument nécessaire dans un certain nombre de services. Ah oui, moi je suis très optimiste là-dessus. Alors moi, je souhaitais revenir sur une autre phrase que vous avez dit tout à l'heure, c'est « un contact n'est pas un lien ». Parce que vous avez parlé de communication, de substitution, et moi j'attache beaucoup d'importance, énormément d'importance à la relation humaine, et l'ordinateur apporte aussi, je dirais, beaucoup de solitude. Moi, je connais beaucoup de gens qui sont très seuls chez eux avec leur ordinateur, très seuls. Et moi, j'étais médiateur de la ville de Bourges, et je veux dire, le nombre de personnes qui sont venues me voir pour parler, pour avoir un contact direct, enfin, ça, il ne faut pas l'oublier, quoi. Je veux dire, on peut, enfin, tous les gens qui travaillent autour de l'humain, je pense, auront la même réflexion que moi. On ne remplace pas, hein, on substitue, c'est bien le mot que vous avez employé. Absolument, absolument. Hein, et ce pouvoir de substitution, il est aussi dangereux parce qu'on a tendance à oublier qu'on a des gens autour de nous, qu'on a des voisins, qu'on a etc. Et qu'il faut pas, il faut savoir l'utiliser, mais dans le bon sens. Ben, vous avez parfaitement raison. Vous avez tous remarqué, moi c'est quelque chose qui m'agresse. Bon, mais je vous dis ça entre amis, quoi, hein, parce que après tout ce qui m'agresse, je comprends bien que ça ne vous passionne pas. Hein, mais
vraiment ça m'agresse, quand vous voyez des gens dans un restaurant, par exemple, qui sont en famille, hein, ou en couple, et chacun sur ses écrans. Là, vous avez compris qu'un contact, ce n'était pas une relation. Ils sont en contact avec je ne sais qui, mais ils ne sont pas en relation avec la personne qui est face à eux. Vous voyez? Et donc, ça, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Et là, vous vous rendez compte qu'on substitue un contact à une relation. Et que tout d'un coup, vous avez, comme dit un philosophe que j'adore, mais peu importe, vous avez l'expérience d'une solitude à plusieurs. Là, une solitude à plusieurs, il faut être en forme quand même, vous voyez, hein? Voilà. Donc, ça, c'est effectivement un vrai souci, et c'est exactement l'exemple que vous prenez. Vous pouvez avoir 450 amis sur Facebook et dîner tout seul le soir. Bien sûr. Une question là-bas. Bonjour, je voulais Bonjour, rebondir sur ce que Madame Ovas a dit tout à l'heure. Une personne qui n'était pas initiée devait trouver un ordinateur pour s'exercer sur Internet. Moi, j'ai fait la démarche inverse. J'ai d'abord acheté un logiciel, bon, je vais dire de Scrabble, puisque c'est notre passion, mon mari et moi. Et puis ensuite, j'ai acheté l'ordinateur portable avec webcam, etc. Bien, je n'ai su utiliser que mon logiciel de Scrabble. Et puis après, je me suis dit, il faut que j'aille en initiation Internet, au fameux pass Internet payé intégralement par la région. J'en ai fait 6 et je ne suis pas plus avancée qu'au début. Et vous parliez tout à l'heure du langage informatique. Je crois qu'il y a une personne qui visait peut-être la même question. J'ai fait rire aux éclats quelqu'un de la mairie de Saint-Doulchard où j'habite, parce que j'avais écrit à monsieur le maire en lui disant que faut-il faire pour apprendre vraiment c'est pas seulement un stage de 3-4 jours qu'il nous faut, c'est nous accompagner quand on est inscrit soi-même à Internet et qu'on a la connexion. Parce que moi, je me suis toujours imaginé, je conduis une voiture, mais parce que j'ai le droit, parce que j'ai eu mon permis de conduire, parce que j'ai appris avec un moniteur et que j'ai eu mon examen. Mais pour Internet, c'est pas ça du tout, parce que j'ai toujours remarqué qu'au stage Internet, quand c'était dans le travail où j'étais, dans l'enseignement, comme vous, monsieur, eh bien, nous étions des débutants au début, hein, c'était à la fin des années 80. On se disait, mais il y a des collègues qui viennent, eux, ils ont déjà Internet chez eux, ils posent des questions à l'animateur, il passe 10 minutes avec chacun, qui vient à l'improviste à une heure creuse, et puis nous, on attend, et qu'est-ce qu'on fait devant notre écran? Rien du tout.